Allô Alexandre, Salut Charline, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Moi je suis vraiment contente parce que tu es le premier homme enfin de ma chaîne YouTube. Je suis vraiment contente parce que depuis le temps, écoute, j'en cherche, mais je sais pas trop où vous êtes, où vous cachez. Mais tu vois, je suis vraiment contente que tu sois sur la chaîne. T'es où? Tu nous appelles d'où? Je suis très content d'être là, moi aussi. Aujourd'hui, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Yes, au Québec, Yeah. super. Alexandre, je vais te laisser te présenter, présenter ton activité et surtout ton chemin de vie. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Ah, bien sûr. Moi, c'est Alexandre Labelle. Je suis kinésiologue de formation. Je fais un baccalauréat en kinésiologie à l'Université Sherbrooke, ici. Et au fil du temps, j'ai développé une expertise pour devenir le spécialiste en santé globale pour les femmes de 40 ans et plus qui veulent déborder d'énergie, tomber en amour avec leur corps et vraiment devenir les spécialistes de leur santé. Donc, c'est ça. C'est qui je suis, C'est juste génial. rapidement comme ça. Génial. Ouais, toi, tu t'es spécialisé pour la santé globale des femmes à 40 ans, après 40 Ouais. ans. Pourquoi? Ça a été, sans dire forcé sur moi, j'ai commencé à pratiquer dans le domaine de la kinésiologie. Fait que kinésiologue, à la base, c'est le mouvement. Donc, on étudie le corps humain, comment que ça bouge. Fait que mon premier emploi dans le domaine était à l'intérieur d'un gym, où ce que j'aidais des femmes à être plus en forme. Souvent, oui, avec la perte de poids, ça venait. Puis, je me souviens, les premières fois où les premiers clients que j'ai eus, en fait, c'était dans le cadre d'un stage universitaire. Puis, on m'avait foulé mon horaire avec des femmes au-dessus de 40 ans qui étaient tous en dépression ou proches de l'être. La plupart étaient sous médication. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après ça, c'est juste de fil en aiguille, à force de travailler avec ces femmes-là, je me faisais référer à leurs copines ou à d'autres femmes du même type. Puis ça a juste toujours continué comme ça. Ouais, donc ça a été vraiment au chemin de ta vie, t'es tombé que sur des femmes de 40 ans et tu voyais qu'il y avait un mal-être derrière. Oui, exact, c'est ça. C'était tout des personnes aussi qui étaient, je trouvais, mal servies dans le domaine de la santé. Euh, Parce que, bon, à partir de 40 ans, les hormones commencent à changer un peu plus. Déjà, les femmes, c'est sexiste, mais les hormones changent à chaque mois déjà, ce qui vient causer plus de complications que chez l'homme, où ce que c'est stable tout au long de sa vie jusqu'à l'andropause. Donc, pour la femme, ça change constamment. Mais à partir de 40 ans, ça devient plus compliqué, parce que généralement, la femme à 40 ans va avoir plus de stress accumulé, va avoir une famille, possiblement, va être dans une place dans son emploi où elle risque d'avoir plus de responsabilités, ce qui met plus de charge sur ses épaules. Va arriver à un stade dans sa vie où si elle a une famille, généralement, les enfants vont être assez vieux aussi pour qu'il y ait plus de responsabilités au niveau familial, parce qu'il va falloir qu'elle s'occupe d'enfants qui ont des activités extrascolaires, qui ont des devoirs, qui ont. Fait que l'horaire se remplit, se remplit, se remplit, puis elles finissent par s'oublier, font passer tout le monde avant elles-mêmes, leur carrière, leurs chums, leurs enfants, tout le monde autour d'elles. Puis en s'oubliant, ben, tranquillement, les problèmes de santé commencent à apparaître. Tout ça mélangé avec cette période-là, juste avant la ménopause, où ce que les hormones commencent à changer, fait que les solutions traditionnelles ne fonctionnent plus nécessairement, où ce que plus jeune, elle pouvait manger peut-être ce qu'elle voulait, ou juste faire attention un petit peu, puis l'énergie était là, le poids allait bien. Mais en vieillissant, ça ne fonctionne plus. Elles ne peuvent plus bouger autant, elles essaient de s'entraîner autant qu'avant, puis ça ne donne pas les mêmes résultats du tout. Donc, c'est vraiment une clientèle qui est mal desservie, je trouve, qui est mal comprise, parce qu'on essaie de juste pousser l'agenda de bouger plus, manger moins toujours, alors que ça ne fonctionne clairement pas chez ces gens-là. Ouais, ce sont des femmes qui sont surmenées, comme tu disais, Ouais. explose. Et par contre, au niveau du corps, il y a des choses qui changent, donc on peut plus faire ce qu'on faisait avant, comme tu disais, manger tout et n'importe quoi ou bouger comme on voulait. Ouais. Donc tu voyais qu'il y avait vraiment un besoin d'être entourée, d'être prise en charge. Oui, exact. Puis j'ai commencé, comme je disais, dans les gyms, juste à entraîner. J'avais pas d'expertise en alimentation à l'époque, j'avais pas rien de ça. Puis j'appliquais malheureusement ce bouge plus, entraîne-toi plus fort et ces choses-là qui fonctionnaient clairement pas. Je m'excuse à mes anciennes clientes de l'époque, chez qui j'ai été ce stéréotype d'entraîneur-là aussi.
à pousser la machine. Puis mes premières expériences en nutrition, même chose. Est-ce que tu penses que cette personne-là va pouvoir faire les mêmes choix ou pouvoir suivre les mêmes plans ou s'entraîner 5 fois semaine à 6 heures le matin? C'est pas dans la réalité de toutes ces femmes-là. Mhm. Ça fonctionne pas comme ça. Puis le corps change, donc ça prenait une réalité différente, ça a pris du temps. Et beaucoup de formations continues, puis à côtoyer beaucoup de femmes pour rendre compte qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas avec celle-ci, et quand appliquer certaines stratégies et d'autres, quand ne pas les appliquer. Exact. Ouais, parce que en plus, chacune est différente. Euh, Oui, mm. Tu nous as parlé des hormones aussi. Gros oui, bien problème sûr. d'hormones. Les hormones changent, puis ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut le voir à travers le corps aussi. Euh, il y a un auteur, je pense que c'est Dr. Eric Berg, qui avait écrit un livre là-dessus, les types corporels. Et il y a 4 grands types corporels où ce qu'on peut voir même l'incidence hormonale dessus. Puis même à travers les formations que j'ai fait en biosignature, en médecine fonctionnelle, ça ressortait aussi quand même comme étant des schémas typiques. On va voir où ce que, par exemple, les gens qui vont prendre du poids au niveau du ventre, mais un ventre plus mou, ou qui vont avoir le visage rond en forme de lune, puis ils vont avoir certains symptômes associés à ça. Euh, Comme du stress chronique, de la fatigue en après-midi, des envies d'aliments salés, des choses comme ça. Ça va être souvent des gens qui vont être un type corporel surrénalien ou qui vont avoir la cortisol qui est trop haute. Fait que c'est des gens qui vont être stressés chroniquement depuis longtemps. Donc, les stratégies pour ces personnes-là vont être complètement différentes de quelqu'un qui a un type corporel ovarien, parce que c'est le problème est plus au niveau des estrogènes qui risquent d'être trop hautes, parce qu'on va voir justement les fameuses poires, les gens qui prennent du poids au niveau des hanches, des fesses, des cuisses, plus tendance à avoir de la cellulite, ou est-ce qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de symptômes hormonaux à travers le cycle menstruel de la femme, par exemple. Donc, des maux de tête qui reviennent récurrents aux mêmes périodes dans le mois. On peut parler d'endométriose, on peut parler d'ovaires polykystiques, on peut parler de problématiques de prise de poids à certains moments dans le mois, de changement d'humeur, de toutes ces choses-là qui vont être cycliques, propres à ce type-là, les stratégies vont être complètement différentes pour équilibrer des estrogènes que pour équilibrer un stress, de la cortisol. Donc, ces femmes-là qui sont trop stressées vont bénéficier, à faire de la méditation, vont bénéficier à diminuer l'entraînement, en fait, parce que l'entraînement intense va être contre-productif. Ça va juste créer plus de cortisol, plus de stress, les faire encore plus amener encore plus dans leur système nerveux sympathique de combat-fuite. Puis ça va faire en sorte qu'ils ne seront pas capables de perdre du poids en s'entraînant plus fort. Alors que la personne qui est de type corporel ovarien, peut-être que l'entraînement fort peut fonctionner pour elle. Par contre, sa santé du foie qui métabolise les hormones risque d'être à prendre en considération. Faire attention aux produits de soins corporels qu'elle prend qui peuvent contenir des estrogènes ou des microplastiques qui vont agir comme des estrogènes. Faire attention à certains aliments qui peuvent contenir plus de phytoestrogènes comme le soya, par exemple. Toutes des choses à faire plus attention avec ce type corporel-là. Faire attention aux plats de plastique qu'on utilise, toutes ces choses-là vont avoir plus une incidence pour cette personne-là. Mais le stress, peut-être un peu moins. Puis le type corporel thyroïdien aussi, que bon, là, c'est la glande thyroïde, parce que les gens vont prendre du poids généralisé un peu partout, ils vont avoir les pertes de cheveux, ils vont avoir de la fatigue généralisée sans trop comprendre pourquoi. Puis c'est souvent des types corporels qui vont avoir beaucoup d'intolérance alimentaire. Souvent, ils vont bénéficier à retirer les produits laitiers, certains produits céréaliers, le gluten, entre autres. Donc, les stratégies, encore une fois, vont être différentes. Par contre, le type corporel thyroïdien, il faut savoir que la thyroïde est toujours malmené par la cortisol. Donc, il va toujours avoir un stress sous-jacent chez ces gens-là que ça fait longtemps qu'ils traînent, qui a fini par mener un débalancement de la thyroïde. Donc, ces gens-là vont bénéficier aussi à ralentir, à faire moins d'activité physique intense. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas bouger, hein. Ça veut dire juste de bouger moins intensément. Bouger tous les jours reste important, mais aller prendre une marche, aller faire du yoga, aller faire du vélo, aller faire des choses qui apportent du bonheur, mais qui ne sont pas demandantes, qui ne sont pas exténuantes, qu'on ne finit pas avec moins d'énergie qu'on a commencé. Ce que j'appelle du mouvement joyeux plutôt que du workout. Donc, il y a ça, puis il y a le type corporel foie qu'on voit plus souvent chez l'homme, mais qui peut se voir chez la femme. C'est la fameuse bédaine de bière, là, le ventre dur et rond, où ce que peut-être qu'il n'y a aucun gras ou presque sur le haut du corps, les jambes sont sveltes, sont musclées, mais on voit cette espèce de ventre protubérant-là qui est hyper dur quand on y touche. C'est ça, c'est du liquide, en fait. C'est pas tant du gras. C'est pas des gens qui sont gros au niveau du gras, mais c'est du liquide de foie qui crée cette couche-là, plus dégonflement au niveau intestinal. C'est des gens qui digèrent très mal les gras. C'est des gens qui vont avoir de la difficulté, justement, de mauvaise haleine, des reflux gastriques, qui vont avoir des problèmes de digestion, des taches brunes sur les mains. Et évidemment, ils vont pouvoir s'intoxiquer plus facilement avec des substances. Donc,
diminuer l'alcool, tout ce qui est substance va faire du bien. Faire attention à la quantité de glucides et de gras dans l'alimentation va être bénéfique pour ces gens-là. Donc, les stratégies sont complètement différentes, peu importe où ce qu'on va. Les hormones ont un impact là-dessus. Donc, oui, on va voir plus souvent les types corporels thyroïdiens, surrénaliens et ovariens chez la femme que chez l'homme, et vice-versa, mais un n'empêche pas l'autre. Moi, par exemple, j'ai un type corporel mixte, parce que tu peux être mixte. La plupart des gens ne sont pas purement juste un, sont un mix de plusieurs. Mais moi, j'ai un type corporel mixte entre un type corporel foie et un type corporel ovarien, en fait. Ce qui peut sembler bizarre vu que je suis un homme, mais oui, si on regarde au niveau même squelettique, mes épaules sont un peu plus fines que mes hanches. Si on prend une radiographie puis qu'on mesure. Ah, c'est hyper intéressant, mais comment t'as appris tout ça? Parce que tu gères l'alimentation, Oui. le côté physique, donc côté pardon, santé physique. Euh, Tu gères tout le métabolisme. C'est vraiment une approche globale que tu offres avec tout ça, toute l'alimentation. Tu peux faire vraiment comment dire, un suivi avec la personne sur l'alimentation, le mouvement, Oui, en ses fait, habitudes de vie. oui, toutes les habitudes de vie. En fait, il y a 8 habitudes de vie, j'appelle les 8 habitudes magiques que chaque personne devrait avoir chaque journée de sa vie. C'est ce que j'essaie d'enseigner à mes clientes parce que je pense que chaque personne a le pouvoir d'être le spécialiste ou la spécialiste de sa santé. Donc, de reprendre le contrôle puis la responsabilité de sa santé entre ses mains aussi. Je pense que la crise du système de santé qu'on vit présentement, la solution, c'est pas plus de docteurs, plus d'infirmières, plus d'hôpitaux, plus de médication. C'est plus de gens qui savent comment prendre soin de leur santé puis qui Mm. l'appliquent. Ok, oui. La plupart des maladies chroniques sont directement influencées par nos habitudes de vie. Puis les premières causes de mortalité, qui sont les maladies cardiovasculaires, sont directement influencées par nos habitudes de vie. Donc, juste améliorer ça, si tout le monde pouvait avoir les capacités, les connaissances, les aptitudes, on pourrait décharger un système de santé de façon fulgurante. Mais pour ça, il faut apprendre à ce que j'appelle les 8 habitudes magiques. Donc, mange bien, bouge bien, bois bien, dors bien, digère bien, pense bien, parle bien et respire bien. Et ça, à chaque jour de sa vie. C'est des aptitudes qui peuvent s'apprendre, qui peuvent se transmettre après ça aux gens dans sa famille. Il faut juste vouloir le faire. Fait que c'est un des mes mandats, moi, d'aider mes clientes à apprendre ces choses-là. Comment bien manger, comment bien bouger, bien boire, toutes ces choses-là pour pouvoir créer une belle santé. Puis au-delà de ça, comment reconnecter aussi, se reconnecter avec la nature, se reconnecter avec soi-même, avec son identité, puis se reconnecter avec les 5 systèmes de santé qu'on a. Parce qu'on a 5 grands systèmes de santé dans le corps humain, puis c'est d'arrêter d'avoir une vision justement en silo, mais d'avoir une vision globale à la place. Où ce que, au lieu de regarder à travers cette paille, chaque petit système, fait qu'on a un système d'hormones, on a un système de gastro-intestinal, puis on a séparé le système de santé comme étant Mm. comme ça, en différents systèmes séparés qui se parlent plus ou moins. C'est correct parce qu'on a besoin d'avoir des meilleurs dans le monde dans certains systèmes, right? Si j'ai une maladie de Crohn, je vais être très content d'aller voir le meilleur gastro-entérologue au monde. Si j'ai besoin d'une chirurgie cardiaque, je vais être content d'avoir la personne qui a étudié spécifiquement ça, puis rien d'autre, puis qui connaît ça. Mais pour la santé en général, puis ce qui est du moins des problèmes chroniques qu'on voit dans notre société de nos jours, qui n'est pas dû à un traumatisme, qu'on n'a pas besoin d'une chirurgie ou qui n'est pas dû à un empoisonnement ou quelque chose comme ça, il faut comprendre l'interrelation dans ces systèmes-là. On a un système émotionnel, on a un système physique, nos organes sont placés à des endroits, on a des muscles, on a un système énergétique. Juste le soleil, c'est assez incroyable. On fait de la vitamine à partir de lumière. Et chaque couleur a une incidence. Les ondes ont des incidences sur nous, les méridiens en médecine chinoise, les chakras, peu importe. On a un système neurologique, on a un cerveau qui envoie des influx dans le corps. On a différents capteurs neurologiques. On a un système biochimique, toutes les petites réactions qui se passent dans le corps. Puis chacun de ces systèmes-là se parle. Un exemple que j'aime bien pour illustrer ça, c'est si quelqu'un, par exemple, a les pieds vers l'intérieur, ça va automatiquement amener ses genoux vers l'intérieur, ses hanches vers l'intérieur. Ça va faire qu'il y a des plus gros creux de dos puis de cou, des hyperlordoses, puis ça va amener ses épaules vers l'intérieur. Cette posture-là va être associée avec une augmentation de 40% de l'hormone cortisol, donc l'hormone de stress, puis une réduction de 20% de l'hormone de testostérone. Donc, on vient créer une attitude dépressive, de l'anxiété, puis une diminution du métabolisme, juste parce qu'on a les pieds par en dedans.
Donc, quelqu'un qui a une attitude dépressive puis qui voudrait aller, par exemple, consulter, va peut-être prendre un antidépresseur qui va jouer sur sa sérotonine, qui est au niveau biochimique, ou il va peut-être prendre de la 5-HTP pour la même chose d'un point de vue naturel, s'il ne veut pas prendre de médication, par exemple. Donc, dans les deux cas, il va jouer d'un point de vue biochimique. Parfait, il y a peut-être une incidence. Peut-être qu'il va aller faire de la thérapie pour parler puis sortir les émotions. Parfait. On travaille le système émotionnel, on travaille le système biochimique, ils sont séparés. On ne les fait pas communiquer. Puisque si la personne ne travaille pas ses pieds, son physique, puis son système neurologique, tout a une incidence, parce que dans le fond, les pieds, c'est physique, mais c'est un capteur neurologique qui envoie des signaux au cerveau de se positionner comme ça. Parce qu'on ne choisit pas d'être comme ça. C'est le cerveau qui dit à ces muscles-là, tendez-vous comme ça. Fait que tu as beau venir les étirer, ils vont reprendre leur position tendue parce que les pieds restent à l'intérieur, puis ça envoie un signal au cerveau de faire ça. Puis ça envoie un signal de dérégler la biochimie, qui va envoyer un signal de dérégler les émotionnels. Donc, il faut prendre en considération ces 5 systèmes-là, comment ils sont connectés un à l'autre, puis les interrelations, puis pas les prendre juste isolés quand on parle de santé globale. Waouh. Hey, c'est super intéressant. Comme quoi, une position des pieds peut interférer sur plein de choses. Oui, c'est complètement fou le corps humain. On est la plus belle machine qui existe au monde, la plus Mais complexe, oui, puis celle qu'on comprend le moins. Plus qu'on en mais apprend, celle, moins qu'on en sait. ben oui, c'est ça, mais celle qu'on comprend le moins, mais parce que est-ce qu'on s'y Mhm. intéresse suffisamment, tu penses? Je pense pas. Hmm. Je pense pas. Puis de nos jours, il y a de moins en moins. D'un, c'était vrai dans le temps où j'étudiais plus ce qui était dans le domaine de l'entraînement, puis qu'aujourd'hui, dans le domaine de la santé. Ce qu'on voit dans la littérature scientifique, ça sort 20 ans après ce qu'on a commencé à voir dans la pratique. Donc, souvent, il y a des gens qu'on va traiter de fous, peu importe, qu'on va discréditer, puis que 20 ans plus tard, leurs travaux vont être prouvés par la science, mais ça prend du temps. Tout à fait. Malheureusement, de plus en plus, la science, les études fondamentales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de billets, qui n'ont pas été financés par une compagnie ou qui n'ont pas. Ça existe de moins en moins, ça. Il y a beaucoup de chercheurs qui vont se faire censurer euh, pour qu'il y ait les bonnes conclusions qui sortent dans les études. Ça, c'est malheureux. J'ai déjà été assisté dans des congrès, des dévoilements d'études, où ce qui mentionnait certains résultats, puis qui disait, ben, prenez des notes parce que ce qui va être publié officiellement, quand vous allez sur les banques de recherche comme PubMed, ce ne sera pas ça. Oh mon Dieu. Donc, c'est triste d'avoir. Puis ça, c'est difficile parce qu'après ça, il y a des gens qui vont citer des études à droite puis à gauche, mais si on va voir les conflits d'intérêts, qui a financé les études ou la façon que l'étude est faite, des fois, ça ne vaut rien, cette étude-là. Donc, ça devient difficile de faire les progrès qu'on veut faire, sachant aussi l'appât du gain de l'autre côté. Ouais, je pense qu'on l'a vu avec la crise qu'on a traversée aussi. Il y a eu des études sur des choses qui ont été faites et au contraire, ce que les docteurs disaient, ceux qui passaient sur les plateaux TV, c'était l'inverse de ce que pourtant les études montraient. Exact. On a vu des belles, des belles exemples de censure en Oh que live oui, durant toute cette épreuve-là, si on peut dire. c'est Mais ça. oui, ça se vit au quotidien, ces choses-là, malheureusement. Donc, Ouais, je pense que ce qu'il faut, c'est faire ce qui marche pour soi, au final, là. Faire confiance s'écouter. à son intuition aussi. Mm. Tout à fait, s'écouter, faire confiance à son intuition. Et, et toi, ce que j'aime bien aussi, c'est rendre indépendant la personne aussi, puisque soigner, c'est bien, mais la rendre indépendante au niveau de sa santé, c'est bien aussi. Exact. Tu sais, je vais être le premier, là, si j'ai un accident, à aller à l'hôpital puis demander de l'aide à un médecin. Et si j'ai besoin d'une chirurgie, je ne vais pas m'empêcher d'aller en chercher une. Mais c'est prouvé que quelqu'un en bonne santé va récupérer beaucoup plus vite d'une chirurgie, il va avoir des meilleurs résultats, des meilleurs outcomes de sa chirurgie ou de son intervention que quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Quelqu'un qui a besoin d'une médication pour la douleur, par exemple, va avoir des bien meilleurs résultats sur sa médication antidouleur s'il est déjà en bonne santé à la base que s'il est en très mauvaise santé. Donc, prendre soin de sa santé, c'est toujours gagnant-gagnant, peu importe. Mm, Ça demande mm. des efforts, puis ce qui est difficile, c'est que le prix à payer, il est maintenant. La récompense est plus tard. Versus le prix à payer pour ne pas prendre soin de sa santé, c'est plus tard. Mais la récompense est maintenant. Tu peux manger ton cheeseburger maintenant, tu peux manger ton cheesecake, tu peux être sédentaire maintenant puis faire d'autres choses, boire de l'alcool et tout ça. Tu as la récompense tout de suite, à court terme, mais c'est à long terme que tu vas payer avec ta santé. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas parce que je prends une bière aujourd'hui ou que j'en prenais à tous les jours pendant un mois que j'ai nécessairement quelque chose au niveau de ma santé, mais au bout de 2, 3, 4, 5 ans, ça commence à se développer. Tandis que
quelqu'un qui commence à s'entraîner, c'est décourageant. Oui, mais T'as pas de justement, résultat. je faisais le parallèle dans ma tête. C'est pareil, c'est ceux qui s'entraînent, ils veulent voir aussi les. On aime voir tout de suite les Ben oui, résultats, et c'est normal. Et puis quand tu vois qu'au bout d'un mois, il y en a qui abandonnent parce qu'ils voient pas assez de résultats, mais c'est pas maintenant. c'est difficile. On est programmé, l'humain, pour chercher les récompenses à court terme. Parce que dans la nature, anciennement, c'était ça. C'était, oh, il y a des petits fruits là. Récompense à court terme. Si on était programmé pour trouver ces choses-là qui allaient nous faire survivre à court terme. Mais on a encore ce cerveau survivaliste-là dans un monde d'abondance. Mm, exact. Et si on revient sur tes 8 habitudes, est-ce que tu peux Oui, nous les redire? oui, c'est mange bien, bouge bien, bois bien, dors bien, digère bien, pense bien, parle bien et respire bien. Moi, j'aimerais bien revenir sur les 3 derniers. Oui, ceux qu'on parle le moins généralement. Mais oui, mais justement, qu'est-ce que tu entends par pense bien, parle bien et respire bien? Oui. La plupart des gens n'ont pas le contrôle de leurs pensées. Ils n'ont pas le contrôle de leur système nerveux. C'est ce que j'entends par pense bien. C'est-à-dire, la plupart des gens sont sur l'autopilote, sont sur le pilote automatique, ils font des choses sans s'en rendre compte. C'est des comportements automatiques et de reprendre le contrôle là-dessus. Deuxième des choses par rapport au pense bien, c'est la plupart des gens sont dans un système nerveux sympathique. C'est-à-dire que leur système nerveux autonome, qui gère tout le corps au niveau neurologique, il est séparé en deux branches. Un système nerveux sympathique de combat, fuite, paralysie, ou un système nerveux parasympathique. C'est le côté du système nerveux de repos, relaxation, régénération, revivre, toutes ces choses-là. Il y a un équilibre à avoir là-dedans. C'est correct d'avoir un système nerveux sympathique, c'est positif. En fait, c'est le système nerveux de performance ou de combat-fuite, comme on dit. Donc, s'il y a un lion dans la pièce, je veux que ce système nerveux-là s'embraye, s'enclenche pour dilater mes pupilles, rendre mes sens en hyperalerte, rendre le sang dans mes articulations, dans mes muscles, que ma fréquence cardiaque augmente, que le sang pompe. C'est pas le temps de digérer ou procréer pendant ce temps-là. C'est le temps de analyser la situation, puis qu'est-ce que je fais? Même chose, quelqu'un qui doit aller performer. Quelqu'un qui doit monter, par exemple, faire un TED Talk. Il doit performer. S'il n'y a pas le track avant, il va être moins bon. Parce que ce stress-là va être très positif à court terme. Quelqu'un qui doit faire une pièce de théâtre, qui doit performer en band, en live, peu importe, c'est positif. Qui doit performer sous pression une tâche, ça va être positif. Le problème, c'est quand c'est chronique long terme, c'est qu'il n'y a plus d'équilibre où ce qu'on rentre dans notre système nerveux parasympathique, où ce qu'on a le temps de régénérer. On est tout le temps en sentiment d'agression, comme s'il y avait un lion à côté de nous. Ça, de nos jours, c'est très fréquent. Les gens, ils n'ont plus le contrôle sur le système nerveux. Ils ne savent même plus c'est quoi qui les trigger dans la vie. Ils sont inconscients de ça parce qu'ils sont trop sur l'autopilote, comme je disais tantôt. Et leur cerveau, leur cortex préfrontal, qui est la zone la plus évoluée du cerveau, du conscient, ce qui peut override le émotionnel, ils n'en ont pas le contrôle. Donc, c'est d'apprendre à reprendre ce contrôle-là, apprendre à retomber plus souvent volontairement dans notre système nerveux parasympathique en diminuant le stress sur le corps. Puis quand je parle de stress, il y a différents types de stress. Il y a des stress psychologiques, comme les gens connaissent, là. Je suis stressé par mes finances, je suis stressé par mes relations interpersonnelles, par mon travail. Mais on a des stress physiologiques. Une médication, c'est un stress dans le corps. Le manque de sommeil, c'est un stress dans le corps. Il y a des stress physiques. Une blessure, c'est un stress physique. Il faut récupérer de ça. Donc, c'est tous ces autres stress-là aussi qui s'accumulent puis qui font la différence. Donc, c'est pas juste ce qu'on a au niveau psychologique. Il y a des gens qui gèrent très, très bien le stress. Puis j'en fais partie, moi, de ces gens-là. Je fais pas d'anxiété. Donc, il y a des gens qui vont confondre stress et anxiété. Ce n'est pas la même chose. Mais il y a des gens qui vont très bien gérer le stress, ils vont performer sous la pression, mais s'il y en a trop, trop longtemps, leur corps est quand même dans leur système nerveux sympathique, puis ils vont finir par planter. Ils vont finir par avoir un burn-out, ils vont finir par avoir des symptômes qui vont sortir, quelque chose. Moi, ça m'est arrivé récemment, puis je le sais, parce que j'ai un mode de vie quand même beaucoup go, 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 parce que je suis beaucoup dans la performance, je suis beaucoup dans la production, je suis beaucoup dans. Puis j'adore ce que je fais, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Fait que pour moi, c'est même pas du travail, je m'amuse. Mais ça reste que je sais que je prends pas assez de repos. Ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, les performances cognitives commencent à diminuer. Hop, tout d'un coup, le matin, je me lève plus automatiquement. Je reste dans le lit, puis c'est plus long de me lever. L'énergie commence à diminuer. C'est pas des gros symptômes, parce que au début, si tu continues ça longtemps, ça peut empirer. Mais quand je vois ça arriver, moi, j'ai certaines stratégies pour me ramener
puis être performant dans une semaine, mais il faut réduire cette charge-là dans notre système nerveux. Donc ça, c'est le pense bien. Le parle bien, c'est, je dirais, à deux volets que pour moi, la signification qu'il y a, les mots qu'on utilise, déjà, ça a un pouvoir. Avec mes clients, je ne parle pas de perte de poids, mais je parle de se libérer du poids, ça a une incidence. Si je te dis, Charline, tu as perdu tes clés, c'est quoi le premier réflexe auquel tu penses? C'est ma faute. C'est ta faute, puis c'est quoi le premier réflexe après ça? Ben, j'ai perdu mes clés, je vais me taper sur la tête. Elles sont où? Ouais, elles sont où aussi, ouais. Elles sont Mm. où? Donc, le premier réflexe quand quelqu'un va perdre un objet, va perdre quelque chose, c'est où je l'ai perdu. Il va essayer de le retrouver. Donc, au niveau inconscient, si tu dis je veux perdre du poids ou je veux perdre des kilos en trop, ton cerveau, après ça, lui, tout ce qu'il cherche, c'est à les retrouver une fois que tu les perds, d'un point de vue inconscient. Donc, tu programmes ça. Alors que si tu dis libérer, c'est que tu les laisses aller, c'est volontaire. Puis il y a toutes sortes de façons qu'on parle, parce qu'on on n'utilise pas la justesse des mots dans le cadre de ce qui devrait aller, ou on les utilise à mauvais escient, sans le vouloir. Des fois, c'est inconscient, Mm. mais je pense qu'on devrait être plus juste avec nos mots en général, parce que ça a un pouvoir, les mots qu'on utilise. De deux, je pense qu'on a tendance à être très dur envers soi-même Ouais. et négatif en général dans le monde. C'est que l'humain est bâti pour être négatif, là, il n'est pas bâti pour être positif, ça demande un effort d'être positif dans la vie. Puis je parle pas d'être positif à tout prix. C'est correct de pleurer, c'est correct d'avoir des émotions négatives. Mais je pense qu'on devrait avoir une vision optimiste de la vie néanmoins. Donc, de changer aussi son discours pour être plus positif en général, pour faire du bien aux autres puis se faire du bien à soi-même. D'être moins en train de se taper sur la tête puis plus en train de s'aimer. Donc, pour moi, le parle bien, c'est beaucoup en lien avec l'amour propre et l'amour qu'on peut donner aux gens autour de soi. Une composante que je pense qui manque beaucoup. Puis même si on s'en va dans les médecines ancestrales, comme la médecine chinoise, la médecine tibétaine, ils vont associer l'amour-propre à l'insuline. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a tendance à ne pas s'aimer ou à faire passer tout le monde avant soi, parce que c'est un manque d'amour-propre, faire passer tout le monde avant soi, ça va être des gens qui vont avoir des troubles de l'insuline ou qui pourraient développer le diabète, par exemple, qui vont prendre du poids plus facilement. Parce que pour eux, si tu ne t'aimes pas, ça va automatiquement déséquilibrer cette hormone-là. Donc, ça, c'est le point de vue plus énergétique, si on veut, mais c'est très important. Puis en pratique, je l'ai vu maintes et maintes fois se concrétiser. La plupart des femmes avec qui je travaille, c'est une des problématiques par rapport à elles-mêmes, c'est l'amour-propre. Puis t'as beau, peu importe le corps que tu as ou la santé que tu as, tu ne vaux pas moins. Tu n'as pas moins de valeur. Est-ce que tu peux vouloir t'améliorer puis améliorer ton corps? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'aimes moins ou ce que tu es présentement. Tu comprends? Mm. Tu peux vouloir plus, aspirer à plus, sans pour autant dénigrer qui tu es présentement. Ouais. Et Ça a surtout été à quelque chose 40 que ans. ça a été quelque chose que moi j'ai eu beaucoup de misère, puis tu sais, c'est pas réglé à 100%. Il y a personne de parfait dans la vie, puis moi le dernier. Mais c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de misère étant plus jeune, moi-même obèse, j'ai vécu de l'intimidation à l'école, beaucoup de problèmes hormonaux. Donc, ça a été quelque chose pour moi de difficile. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui fait en sorte que j'ai de la facilité aussi avec l'interaction avec cette clientèle-là. C'est que j'ai vécu des choses similaires sans être. Je peux pas dire c'est quoi être une femme. Je ne suis pas une femme. Je peux pas dire c'est quoi avoir les hormones d'une femme. Je ne les ai pas. Mais j'ai vécu des problèmes d'hormones. J'ai vécu l'obésité. J'ai vécu l'intimidation. J'ai vécu ce manque d'amour-propre qui est souvent plus fréquent, du moins de cette forme-là. Parce que les hommes expriment souvent leur amour-propre un manque d'amour-propre d'une façon différente Mm. que les femmes. Mais je pense que j'ai peut-être une féminité qui ressemble plus à celle d'une femme que celle d'un homme. Du moins, de la façon qu'elle s'exprime. Waouh. Et respirer bien. Oui, et respirez bien. La plupart des gens respirent atrocement. Si on y pense, On sait pas tu peux respirer. survivre des jours sans boire et sans manger. Mm. Tu peux pas survivre très longtemps sans respirer. C'est le Mm. nutriment que tu consommes le plus à tous les jours. Tu peux vivre dans le noir pendant des jours. Tu peux pas vivre sans air pendant des jours. Mais la plupart des gens ne respirent pas bien. Mm. La plupart des gens respirent superficiellement. La plupart des gens, en fait, respirent par la bouche, ce qui automatiquement nous met dans un état de système nerveux sympathique de combat-fuite.
Ça va déformer la structure du visage. C'est une des raisons que les gens vont faire des cauchemars la nuit ou vont se réveiller pour aller faire pipi parce qu'ils respirent par la bouche. Le cerveau va surchauffer, ils vont se réveiller, ils vont être fatigués parce qu'ils n'ont pas réussi à refroidir leur cerveau via le passage nasal. Les gens respirent trop en général aussi. Donc, c'est bizarre hein, parce que les gens respirent trop. On devrait Mais respirer moins. ouais, c'est trop court. C'est des petites respirations trop courtes. Exact. Ouais, c'est En ça. fait, les rythmes idéaux, si on se fie par exemple aux travaux de James Nestor, qui a écrit le livre, en anglais c'est Breath, en français ça doit être respirer. Ouais, c'est bien ça. Euh, il parlait d'une inspiration en 5,5 puis une expiration en 5,5 secondes. Ouais, Donc, donc c'est la long. plupart des gens n'ont pas ça, là. Ça ressemble un peu au rythme d'une cohérence cardiaque. Les gens qui font des exercices de cohérence cardiaque, ça ressemble beaucoup Mm. à ce rythme-là. La plupart des gens ne sont pas capables de bien tolérer le CO2 parce qu'on expire du CO2, on inspire de l'oxygène, on expire du dioxyde de carbone, mais ce n'est pas uniquement un déchet. Sans dioxyde de carbone, notre oxygène ne peut pas se fixer à nos globules rouges. Donc, plus il y a du CO2, plus on est capable d'accumuler de l'oxygène aussi. Mais la plupart des gens ne le tolèrent pas bien, puis c'est une des causes d'anxiété aussi. Puis quelqu'un qui fait une crise de panique, par exemple d'anxiété, c'est quoi le réflexe? Il va hyperventiler. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche son air, mais en faisant ça, il fait sortir plus de CO2. Il essaie de faire sortir du CO2 parce qu'il n'est pas capable de tolérer l'augmentation du CO2 dans son sang. Ça le rend trop anxiogène. Donc, d'apprendre à prendre des expirations longues, ça va aider. Ou à retenir son souffle. Tout ce qui va pouvoir aider ça. Respirer par le nez, respirer lentement. Si on parle juste de perte de poids en passant, tu sais, quand on perd du poids, on se libère du poids, là. Ça va où, ce poids-là? Et pour chaque 10 livres de poids perdu, il y en a 8,5 livres qui partent par la respiration. Pour chaque 10 livres de poids perdu, il y en a 8,5 qui sortent par la respiration. Puis le 1,5 qui reste, ils sortent par l'urine. Parce que le métabolisme de la lipolyse, la perte de gras, c'est le CO2 et l'eau. C'est simple comme ça. Donc, ça a un impact directement au niveau de notre métabolisme. Ça va avoir un impact au niveau de comment on se sent. Donc, ça fait partie des choses chez lesquelles on regarde chez nos clients comment bien respirer pour augmenter la température corporelle de quelqu'un qui a une mauvaise circulation sanguine, comment bien respirer pour diminuer le stress ou les sentiments d'anxiété, pour se sentir plus calme, comment bien respirer pour avoir de l'énergie le matin, au lieu de passer une nuit de 8 heures où on se réveille quand même fatigué, parce qu'on n'est pas capable d'accéder à notre sommeil profond, parce qu'on respire par la bouche, par exemple. Donc, c'est de moduler sa respiration pour avoir les effets qu'on veut. Diminuer le ronflement ou toutes ces choses-là qui peuvent venir avoir un impact aussi. Oui, donc je pensais au ronflement, justement. Donc ronfler, c'est quand même quelque chose de pas très bon. Non, c'est pas très bon. Ok. Ça peut être un signe que notre système nerveux, justement, il est. Tu sais, quand on est très, très, très fatigué, souvent on a tendance à plus ronfler. Ouais. C'est un signe qu'on veut récupérer, que notre système nerveux il est épuisé. Ça peut être un manque de testostérone, parce que au niveau physique, la gorge est faite de testostérone, principalement au niveau hormonal, là. Il y a d'autres choses dans la gorge, évidemment, mais ça peut être un signe de carence en testostérone. La première place où ce que les gens vont prendre du gras aussi en passant, c'est la langue. La langue, c'est un organe très gras. Ça va être le derrière de la langue. Donc, les gens qui sont en surpoids vont avoir plus tendance à ronfler aussi parce que le derrière de la langue va être plus large puis peut bloquer les voies respiratoires pendant la nuit, surtout s'ils dorment sur le dos. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent jouer là-dessus, mais déjà, respirer par la bouche, c'est le premier mécanisme. Si on respire par le nez, ça va être beaucoup plus dur de ronfler. Mais attends, prendre du gras au niveau de la langue? Ouais, Waouh! On prend du gras au niveau de la langue. ouais, c'est un organe très gras, la langue, surtout le derrière de la langue. D'accord. Ok. Ben, tu vois, tu parles des choses que j'ai jamais entendues avant, donc c'est hyper intéressant. Comment tu prends du gras ici? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Au niveau des joues, Ouais, derrière la langue, là, comme tu disais? derrière la langue, c'est pas un signe de rien, c'est la première place dans ton corps que tu vas en prendre. Mais waouh, comment ça se fait? Bonne question. Je sais pas. Le corps est fait comme ça. Je pourrais pas te l'expliquer, ça. Et est-ce que tu apprends, à tes patients, du coup, à comment respirer, comment bien respirer? Ouais. Est-ce que tu leur donnes la technique du 5,5 en inspiration et 5,5 en expiration ou...
Ça en Chaque... fait partie des techniques qu'on va montrer, mais ça va varier d'une personne à l'autre. Quelqu'un qu'on veut travailler beaucoup, beaucoup, par exemple, je sais pas, on aurait un profil anxieux, quelqu'un qui se dit hyper anxieux, qui vit beaucoup de stress, puis on veut vraiment calmer rapidement. Peut-être qu'on va donner quelque chose de complètement différent parce que le 5.5, c'est bien, mais on ne passera pas une journée à faire du 5.5, 5.5. Puis en faisant la cohérence Non. cardiaque, en faisant ça 30 minutes par jour, ça va prendre du temps avant de voir des résultats. Donc, si on veut des résultats plus rapides, je vais utiliser d'autres techniques où ce qu'on va contracter le diaphragme au complet, par exemple, ou on a une expiration beaucoup plus longue pour augmenter la tolérance au CO2, puis pour augmenter le mouvement du diaphragme. Parce que la plupart des gens aussi au niveau respiratoire respirent superficiellement par le haut de la cage thoracique. Puis même ceux qui vont respirer profond vont prendre une grande inspiration dans le ventre, mais ils expireront jamais au complet. Donc, le mouvement du diaphragme ne sera jamais complet. Donc, en faisant des expirations complètes, on va aussi venir masser le nerf vague plus, masser nos organes plus avec le diaphragme, puis avoir un effet sur notre système nerveux parasympathique plus. Donc, ça va dépendre des personnes. Il y a des gens qui vont vouloir travailler leur système immunitaire, on va travailler avec d'autres types de respiration complètement. Parce qu'il y a des respirations qui vont agir sur le système immunitaire directement ou sur la chaleur du corps. Donc, ça va dépendre. Mais oui, à la base, il y a certaines techniques que je pense que tout le monde devrait au moins connaître pour pouvoir s'aider. Il y a la cohérence cardiaque, qui est justement inspire en 5.5, expire en 5.5 fluidement, qui peut être très bénéfique juste pour se calmer, tomber dans un état de nerveux parasympathique. Donc, par exemple, tous les gens avant de manger, je leur conseille de prendre 3 grandes respirations, mais au moins comme ça, en 5.5. Comme ça fait juste les détendre juste avant de manger, ce qui fait qu'ils vont mieux digérer. Ou si on est à l'école puis on fait un examen, ça peut être quelque chose qui peut nous aider, toutes ces choses-là. Euh, il y a le box breathing qui peut être intéressant, la respiration en boîte. C'est la respiration qui est utilisée dans les Navy Seals aux États-Unis, qui est enseignée dans les Navy Seals pour quand ils sont en situation de combat puis qu'ils doivent ralentir un peu le stress pour pouvoir réfléchir un peu mieux. C'est ce qu'ils leur apprennent à faire. Puis la respiration en boîte, c'est juste on inspire, on maintient, on expire, on maintient avec des ratios égaux, comme un carré. Donc, on inspire, par exemple, en 4 secondes, on maintient 4 secondes, on expire en 4 secondes, on maintient 4 secondes. Ce qui est une version un petit peu évoluée, si on veut, du box breathing, qui va augmenter la tolérance au CO2 aussi, vu qu'il y a des maintiens. Fait que ça, je pense, c'en est deux que tous les gens devraient pouvoir connaître, puis au moins pouvoir appliquer pour se détendre, diminuer tout ce qui pourrait être anxiété. C'est une technique qui est excellente pour les gens qui font une crise d'anxiété, parce que ce qu'on veut réellement quand quelqu'un fait une crise d'anxiété, c'est qu'il commence à respirer, qu'il ralentisse. Puis ça va diminuer beaucoup plus vite sa crise s'il respire lentement que s'il hyperventile. Donc ça peut être deux techniques très intéressantes pour ça. Puis sinon, il y a le mécanisme de respiration. Donc arrêter de respirer juste par en haut, puis on devrait respirer comme dans un verre d'eau. Donc quand tu remplis un verre d'eau, il se remplit du bas vers le haut. Ça devrait être la même chose avec les respirations. Quand tu inspires, ça devrait être le ventre qui gonfle en premier, après la cage thoracique, puis les clavicules qui montent en dernier. Puis quand tu vides un verre d'eau, il se vide du haut vers le bas. Ça devrait être la même chose avec les respirations. Quand tu expires, tu devrais avoir les clavicules qui baissent, la cage thoracique qui ferme, puis à la fin, le ventre qui rentre. Mais la plupart des gens, c'est pas ça, le mécanisme de respiration. Donc, réapprendre à dans quelle séquence respirer, c'est aussi très important. Ça se fait pas du jour au lendemain, il faut le pratiquer à tous les jours consciemment pendant plusieurs semaines pour pouvoir le réentraîner, mais ça vaut la peine. Ouais, mais pendant que tu... Ça peut se faire juste en se couchant sur le dos, là, puis en se mettant une main sur la poitrine, puis une main sur le ventre, puis inspirer, expirer, puis sentir qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend en premier. Ouais, mais pendant que tu parlais, j'étais en train de voir si je peux... Mais c'est vrai qu'en plus, ça te ramène dans l'instant présent, ça calme Exact. ton système, et puis ça, tu es comme ancré dans l'instant présent. Donc, beaucoup plus propice à mieux respirer, pardon, à mieux réfléchir, à mieux faire tes actions derrière, après. Oui, 100%. Donc, c'est important. Waouh. Donc, tu apprends tout ça à tes patients. Donc, on sait que toi, ta clientèle plus cible, c'est avoir la santé, surtout pour les femmes après 40 ans. C'est quoi? Donc, tu nous as vaguement parlé des problématiques qu'elles peuvent trouver. Donc, surmenage, prise de poids. Est-ce que tu as d'autres? Quels problèmes elles rencontrent d'autres? Est-ce que tu as d'autres exemples? Oui.
En fait, la plupart des gens, tu sais, je vais parler peut-être des 80% de ma clientèle, parce que c'est sûr que Bien je sûr. vois des hommes aussi, ces femmes-là, généralement, vont m'apporter leurs enfants des fois pour consultation, pour les aider. Mais, mettons, 80% de ma clientèle, c'est très typique. C'est ça. Ça va être des femmes qui se sont oubliées pendant des années, que le surmenage, généralement une attitude dépressive. Donc, sans dire qu'ils sont diagnostiqués qu'une dépression, ils ont une attitude dépressive. Ils sont plutôt négatifs, ils sont plutôt léthargiques, manquent d'énergie quand ils commencent à venir me voir. Ils savent que leur humeur n'est pas hyper bonne. Souvent vont faire un petit peu d'anxiété, vont souvent avoir un trouble métabolique. Donc, sans dire qu'ils ont tous le même, mais ça va varier entre résistance à l'insuline, diabète, hypertension, cholestérol et ces genres de choses-là. Ça va être fréquent quand même qu'on va avoir des problèmes de digestion aussi. Donc, des gens qui sont ballonnés, qui ont des problèmes au niveau des selles, qui vont avoir des problèmes au niveau reflux ou certaines douleurs même au niveau de la cage thoracique où on digère. Donc, ça va être très, très, très fréquent. On va voir souvent, souvent des gens qui ont des diagnostics de côlon irritable ou qui vont penser avoir ça du moins. Donc, ça, c'est très typique dans les gens que je vois régulièrement. Et je dirais même au niveau des douleurs, ça va être très fréquent qu'il y ait des douleurs chroniques, mais non incapacitantes. Donc, souvent, tu as un mal de dos qui traîne, qui est fatigant, mais qui ne m'empêche pas de travailler. Je suis capable de faire mes journées quand même, mais il y a une douleur qui est là à 4, 5 sur 10 peut-être à tous les jours, dans le bas du dos ou dans le haut du cou et les épaules. C'est souvent très typique. Ou un point en plein milieu du dos, où ce qu'il y aurait, par exemple, la tâche de la brassière, où ce qu'il y aurait la respiration qui est comprimée. Donc, ça arrive aussi assez régulièrement. Puis sinon, je dirais au niveau d'un point de vue médical, ça va arriver souvent qu'ils vont avoir, leur médecin va avoir diagnostiqué une fibromyalgie, par exemple. Donc, ça, c'est dans ce que je vois régulièrement. Ok. Et ça, avec tes 8 habitudes, tu arrives à quand même Les gens vont beaucoup mieux. apaiser, ouais. Comme je dis toujours, moi, je ne suis pas là pour guérir personne, je suis là pour enseigner comment accéder à ta propre santé, la générer de l'intérieur. Parce qu'après ça, je pense que dans la vie, il n'y a personne qui veut prévenir la maladie. C'est pas très motivant comme objectif, prévenir le cancer ou prévenir l'ostéoporose. Mais tout le monde a envie de générer la santé. Ça se fait de l'intérieur. Fait que je suis juste là pour donner les outils pour que les gens puissent le faire puis faire les connexions des fois qui ont besoin d'aide. Mais oui, on a des gens qui, avec l'aide de leur médecin, peuvent ôter des médications carrément ou les diminuer pour diabète, hypertension, cholestérol. On en a eu qui ont réussi à les enlever pour le TDAH, pour un paquet de choses. Dépression, c'est assez fréquent aussi. On a des gens qui sont en rémission par elles-mêmes, juste en faisant des changements alimentaires, puis en changeant leurs habitudes de vie, que les symptômes reliés à leur côlon irritable sont partis, que leurs migraines chroniques sont partis, que un paquet de choses comme ça. Donc, comme je dis toujours, je ne sais jamais qu'est-ce que ça va donner. Je suis pas devin, mais je pense que tout le monde peut bénéficier d'améliorer ses habitudes de vie. Ben oui, bien sûr. Puis souvent, on voit des choses comme ça s'améliorer drastiquement quand on met les bonnes pièces du casse-tête en place puis qu'on ôte le stress du corps. Le stress et l'anxiété, quand tu disais que tu n'étais pas anxieux, toi, Ouais. je me disais, mais donne-moi ton secret. Je sais pas, peut-être que je suis un homme, je sais pas. Euh, Hmm. Il y a des hommes très anxieux ouais, aussi. il y en a, Hmm. effectivement. Mais statistiquement parlant, c'est plus fréquent quand Hmm. même au niveau de la femme. Il y a une plus grande prévalence au niveau de la femme, mais oui, il y en a chez l'homme quand même. Je sais pas, je n'ai pas de secret. Juste quelqu'un qui vit La bien avec la. respiration. Par contre, si j'ai à vivre quelque chose d'anxieux, je vais le vivre très fort. Hmm. Et Je ouais. fais... J'ai jamais fait de crise d'anxiété, là, mais s'il arrive quelque chose, ça va me rester en tête beaucoup, puis je vais le vivre énormément, au point d'avoir mal au cœur, pas être capable de manger ou pas dormir. Ça peut arriver. C'est très, très rare. C'est pas, ce sera pas avec des petites choses, mais ça peut arriver. Ouais, donc toi, quand tu es anxieux, tu y vas jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Je fais pas à moitié. Normalement, je te demande une astuce Ouais, qu'on peut mettre en place tout de suite. Par contre, moi, du coup, parce que tu es une vraie encyclopédie, on voit que tu gères vraiment bien ton sujet. Du coup, j'ai beaucoup de questions pour tes astuces. vas-y. Avant, avant d'une astuce pour les femmes de 40 ans, pour qu'elles vivent mieux leur santé, qu'est-ce que tu dirais à une femme de plus de 40 ans, donc 50 ans et plus, et de moins de 40 ans, donc 30 ans et moins, pour justement mieux passer cette période-là?
Dans les Vous avez deux testé? cas, c'est une bonne question. Dans les deux cas, en tout cas, les habitudes de vie devraient être là quand même. Mange bien, Ouais. bouge bien, bois bien, dors bien, digère bien, pense bien, parle bien, respire bien. Ça reste des habitudes que tout le monde devrait avoir à tous les jours de leur vie. Euh, la différence étant que après 50 ans, généralement, la ménopause est enclenchée chez la plupart des femmes. La tempête va être soit dedans, soit en train de diminuer. Donc, les plus gros symptômes, parce que oui, ça peut durer longtemps, là, ça peut durer jusqu'à 10 ans, des symptômes de ménopause. Euh, on souhaite ça à personne, mais c'est possible. Mais généralement, le plus gros, ils sont dedans l'œil du cyclone ou c'est en train de commencer à diminuer. Ça dépend s'ils ont une ménopause qui a commencé de bonne heure ou s'ils sont. Donc, à ce moment-là, ce que j'aurais à dire, c'est de ne pas avoir peur d'aller consulter puis de s'entourer de gens qui vivent ça aussi. Je pense que une des ressources les plus intéressantes qu'il peut avoir pour ces femmes-là présentement, c'est le reportage L'Automéno qui a été fait avec Véronique Cloutier, docteur des hôtels, entre autres, puis docteur, je pense, Audrey Demers, qui parlait de l'accessibilité, par exemple, qui démystifiait en fait la ménopause, puis qui parlait de l'accessibilité à l'hormonothérapie bioidentique pour ces femmes-là, qui, depuis tout récemment, je crois, a été remboursée par les assurances, alors que ce ne l'était pas avant, puis ce l'était pour les hommes. Donc ça, je pense, c'est une belle victoire aussi du côté des femmes parce que ça avait juste pas de sens. Donc, je pense que c'est une belle ressource déjà pour comprendre un peu c'est quoi, parce que j'ai vu beaucoup de femmes dans mes bureaux qui avaient des sautes d'humeur, qui vivaient des dépressions, ou du moins ce qui pensaient des dépressions, qui vivaient toutes sortes de symptômes qui ne pouvaient pas nécessairement associer à la ménopause, mais que finalement, quand tu regardes c'est quoi, c'était tous des symptômes de ménopause. Puis là, dans leur tête, elles pensaient juste qu'ils étaient folles. C'était ça qu'ils me disaient. Alex, je suis folle, tu sais, je me pas avec mon chum pour rien, je suis en train de. On dirait que j'ai des caprices, on dirait que je suis tout le temps en train de vouloir pleurer, je suis tout le temps en train. Fait que c'est pas nécessairement juste les chaleurs, tu sais, les gens font tout le temps chaleur avec la ménopause, là. C'est pas la seule chose. Il y a beaucoup de points au niveau émotionnel qui sortent aussi. Puis je pense que c'est le point le plus difficile de ce que j'ai vu en pratique. Je parle d'expérience, là. J'ai l'impression que c'est le point le plus difficile pour beaucoup de femmes, c'est l'aspect émotionnel que ça a, la ménopause, à quel point les hormones, ça peut rentrer dedans d'un point de vue émotionnel. Puis je pense que de le démystifier, de le rendre accessible, que ce ne soit pas caché, que ce soit ouvertement parlé, je pense que c'est une des choses les plus bénéfiques qu'il y a eu les dernières années. Puis je pense que cette ressource-là peut vraiment aider beaucoup de gens. Après ça, il y a plein de choses qui peuvent faire. Les habitudes de vie vont avoir un impact positif parce que d'un point de vue habitudes de vie, ça reste sensiblement les mêmes. À part peut-être de réduire leur stress, d'apprendre à se prioriser, de choisir en premier. Il y a des petites choses comme ça. Puis il y a des choses d'un point de vue naturopathie qui peuvent travailler pour améliorer à réguler les hormones et tout ça. Ou ils peuvent aller dans la médecine conventionnelle avec l'hormonothérapie, idéalement bioidentique s'ils peuvent. Il y a moins d'effets secondaires possibles, c'est mieux, selon ce qu'on voit avec le docteur des hôtels, par exemple. Mais oui, d'aller chercher ces ressources-là pour s'éduquer, puis de voir que c'est peut-être commun ce qu'elles vivent. Je ne dirais pas normal, parce qu'on confond souvent normal avec commun. Mhm. Donc, c'est parce que de nos jours, c'est normal d'avoir mal à la tête, c'est normal d'avoir mal au ventre, c'est normal de ne pas être en bonne santé. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui devrait être normal, c'est juste commun. Donc, il y a beaucoup de symptômes de ménopause qui sont communs, mais qui ne sont pas nécessairement normaux de devoir vivre ça autant que ça. Si on prend par exemple l'auteur Christian Northrup, qui est une médecin aux États-Unis spécialisée en ménopause, elle dit que ça devrait être la plus belle période de la vie d'une femme. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de femmes. Mhm. Mais Mhm. ce qu'elle dit, c'est que, ça vient rejoindre nos femmes en bas de 30 ans, elle dit que les périodes, donc les menstruations, et tout le cycle en fait hormonal relié à ça, c'est des avertissements toute la vie d'une femme de qu'est-ce que ça va être sa ménopause. Plus il y a des symptômes, généralement, plus la ménopause va avoir des symptômes aussi. Puis plus il y a des dérèglements dans son système hormonal. Donc, plus il y aurait du travail à faire en amont. Donc, dans la femme de 20 ans, par exemple, qui s'entraîne, qui mange, puis que son poids est super beau, puis elle a de l'énergie, mais qui a des hyper grosses crampes quand elle arrive dans ses menstruations, dans ses SPM, qui a des sautes d'humeur, qui commence à vouloir pleurer, qui a des rages incontrôlables de sucre ou de chocolat, qui a des caillots de sang ou des flux tellement abondants qu'elle se rend en anémie. Mais ça, c'est tous des signes que
même si ton poids il est beau, puis ton énergie est belle, c'est des signes qu'éventuellement, peut-être que la ménopause n'ira pas bien. Puis que présentement, ben, tes habitudes de vie, il faudrait y faire attention quand même. Peut-être que s'entraîner trop fort, ce n'est pas mieux. Puis je ne suis pas un expert là-dedans, mais à travers le cycle menstruel, il y a des périodes qui sont préférables pour s'entraîner plus fort que d'autres. Comme il y a des Mm. périodes qui sont préférables pour jeûner versus d'autres. Donc, il y a des choses à aller voir de ce côté-là. Mais oui, je pense que ce serait d'écouter les signaux qui ont plus jeunes pour ne pas attendre puis les repousser. Parce qu'on est bon pour faire ça. Justement, c'est normal. Ou on va prendre une Advil pour ôter la douleur, c'est normal. Alors que c'est pas normal du tout. C'est commun. Mais est-ce que c'est normal de souffrir autant que ça? Pas selon mon expérience, en tout cas, puis celle de mes clientes qui n'ont pas ça. Oui, mais ça se libère de plus en plus. Non, non, vous n'êtes pas obligé de souffrir autant. Des fois, on dit oui, mais c'est normal de souffrir, mais peut-être pas à ce point-là, hein. C'est pour Exact, ça que c'est ça. d'ailleurs, on commence à beaucoup parler de l'endométriose ou ce genre de maladie-là avec des kystes ovariens, parce qu'on Ben, commence à dire, oula, non, c'est pas du tout c'est normal. pas normal, là. Enfin, Mm. c'est ça. Il faut rendre ces sujets-là non tabous. Ouais, exact. Mais on a du chemin à faire. C'est bien ce qui se fait, mais on a encore du chemin à faire. 100%. Ça, c'est sûr. Parfait. Bon, maintenant, ton astuce ou ton conseil à mettre en place tout de suite après la vidéo. Là, c'est ton moment. C'est mon moment. Ben, si j'avais juste une astuce à choisir parmi toutes celles que je peux donner, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent Eh oui. améliorer, mais je dirais celle qui va avoir le plus gros impact sur tout le reste après, parce qu'au final, c'est ce qu'on veut, ce serait d'apprendre à dire non. Intéressant. Je sais qu'on n'est probablement pas là où ce que tu pensais qu'on allait aller. Ce Non, n'est pas un conseil alimentaire, ce n'est pas. non, mais Quoi si, qu'on c'est. peut dire non à de la tarte aussi, là, mais c'est d'apprendre à dire non puis se choisir. Parce que la plupart des gens que je vois dans mon bureau, je les verrais peut-être pas si elle avait appris à dire non plus jeune. Si elle avait appris à se prioriser, à faire ben, tu sais quoi, ce soir, non, j'irai pas à cette fête-là, j'ai le goût de passer du temps tout seul. Non, Hmm. je mettrai pas ça de plus dans mon assiette en termes de travail, par exemple. J'accepterai pas ces autres tâches-là parce que je serais pas capable de me reposer. Apprendre à dire non ou à déléguer ou à demander de l'aide. Je pense que ça va tout ensemble, mais je pense que ce serait le plus beau conseil que je pourrais donner. Parce que c'est toutes des formes d'amour-propre puis de se choisir finalement, là. Euh, Se choisir en premier à sa propre équipe. Tu sais, quand on était plus jeune puis on jouait, je sais pas, au ballon chasseur dans la cour d'école là, ou tout autre sport, il y avait deux capitaines d'équipe qui choisissaient Ouais. qui venaient dans ton équipe. Mais faire passer tout le monde avant soi, c'est un peu comme si tu es capitaine d'équipe puis tu te choisis toi-même en dernier. Ça fait juste pas de sens, mais tout le monde le fait. Ben, tout le monde. La plupart des gens le font Hmm. dans cette situation-là. Donc, il faut apprendre à pouvoir se prioriser. Puis ça ne veut pas dire d'être méprisant envers les autres. Ça ne veut pas dire de refuser de donner de l'aide aux autres, là. Au contraire. Ça ne veut pas dire de devenir égoïste puis de ne plus vouloir aider personne. Mais il faut apprendre que pour pouvoir aider quelqu'un, il faut déjà, nous, être capable d'être en bonne santé. Un peu comme dans l'avion. Tu ne peux pas mettre le masque à ton enfant à avoir d'un médecin. C'est le même principe. Si tu veux pouvoir aider les autres, les servir au mieux de tes capacités, il faut que tu prennes soin de toi. Tu es le meilleur véhicule que tu as, puis tu es le seul que tu as. J'ai beaucoup de clients qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat ou qui ont des carrières très demandantes. Mais tu sais, si tu veux performer plus dans ta carrière ou si tu veux avoir plus de contrats, plus de clients, il faut que tu prennes soin de toi. Parce qu'au final, c'est toi qui apportes ces résultats-là, c'est toi qui vas servir ces gens-là. Donc, c'est ultra important d'apprendre à se prioriser puis à dire non quand c'est le temps de dire non. Hmm. Mais je trouve que c'est mal vu, moi. Aujourd'hui, on essaye d'apprendre à dire non. Mais tu sais que tu parlais de la soirée, non, je vais pas aller à cette fête parce que je voudrais rester tout seul. Tout de suite, on va te regarder en mode, quoi? Tu vas Ouais, rester tout seul? Tu sais, dire non à plus de travail, tout de suite, ça fait genre, ah, en fait, t'es feignant. ouais, Enfin, tu vois, je trouve que c'est c'est encore mal, c'est une mal, comment dire, il y a une étiquette qu'on te met tout de suite quand tu dis non. c'est très vrai ce que tu dis là, Charlene. C'est une culture qu'on a présentement du oui absolu, puis qu'il faut Ouais. se démener pour tout le monde. Et
c'est une culture du travail à l'outrance. Ouais, ouais. Il y a beaucoup ça, de la haute performance en tout temps. Il faut être parfait 100% du temps, il faut performer 100% du temps, il n'y a pas de pause, puis c'est une culture de manque de sommeil. Hum, hum, hum. Dormir, c'est vu comme étant une faiblesse, comme étant feignant. Tu devrais te coucher à 11 heures, te lever à 4 heures pour faire ta morning routine, puis performer, puis sleepless ou sleep faster, comme qui dirait Arnold. C'est cette culture-là qu'on a, puis c'est désastreux. C'est Ben, le désastreux, on sommeil, on fonce le dans le mur. voit. On fonce dans le mur avec ça. Hum. Il faut apprendre à ralentir, il faut apprendre à se grounder avec ce qui est important, puis balancer la vie avec. C'est sûr qu'il va y avoir des périodes le plus intenses. Un comptable, c'est normal qu'il y ait une période de l'année plus intense, c'est les impôts. Bon, ça ne changera pas. Mais il devrait prendre des vacances ailleurs dans l'année plus souvent. Il devrait prendre des périodes de repos. Donc, il y a des fois qu'on n'a pas le contrôle. Il faut apprendre à lâcher prise sur ce qu'on n'a pas le contrôle. Mais il y a des places qu'on a du contrôle. Donc, ça se peut qu'il y ait 2 semaines plus intenses qu'on s'oublie un peu. Mais il faut céduler des moments où on se priorise ailleurs. Ouais, mais on commence à comprendre que les moments de repos sont tellement importants justement pour nos compétences, Ouais. notre activité, tout ça. C'est même ben, les temps de repos, c'est essentiel. Quand par exemple, quand tu es entrepreneur, tu disais, si tu travailles dans ta business, même quand tu te reposes, justement. Mais Il faut avoir des temps de repos, des ça temps morts. commence. On n'est pas fait pour être 100% du temps en train de travailler, même si pour nous, c'est pas du travail. Tu comprends? Ouais, là, on sent que t'es visé là. Tu parles à toi-même, je pense. Oui, oui, ben oui, faut que je me convainque. Faut que j'en séduise moi-même du temps de repos dans mon horaire parce que c'est facile pour moi juste continuer, continuer, puis dire oui à tout. Et je l'ai dit tantôt, là, c'était mon plus gros problème à moi aussi. C'est Dire ça. oui à tout puis ne pas me prioriser, c'est mon plus gros problème. Puis j'apprends à le faire de plus en plus, puis je suis pas parfait, mais j'apprends à le faire. Ouais, mais ça commence à s'ouvrir, ça commence à vraiment, Ouais. les consciences évoluent avec ça. Je pense que oui. Je pense qu'on va dans le bon sens. Cool. Alexandre, est-ce que tu as où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet, des réseaux, sachant que tous les liens vont être en barre d'infos? Oui, ben, en fait, je suis sur j'ai mon site internet, votespécialiste-santé.com, spécialiste santé, la clinique spécialiste santé pour devenir le spécialiste de sa santé. Sinon, oui, je suis sur Instagram, TikTok, Facebook, TikTok. il est partout. Oui, j'ai un TikTok. Il faudrait que j'aille voir tes Vous ne me vidéos. verrez pas danser par contre dessus. C'est des conseils, des astuces, mais non, je ne fais pas de la danse ou de yoga sur TikTok. Mais déjà, si on peut avoir tes astuces et tes conseils, Ouais, ça serait génial, parce que moi, j'aurais booké, je pense, une entrevue de 2 heures, mais bon. ouais. Et, si les gens veulent, j'ai des ressources gratuites aussi. S'ils peuvent aller au 30en30.org pour un programme de 30 jours, avec une astuce par jour par courriel, avec une vidéo par jour, avec 30 de mes meilleurs trucs santé global. Des choses plus connues, des choses moins connues. Donc ça, c'est 100% gratuit. C'est un beau programme que j'ai monté. Vous allez voir moi et mon collègue Jérémy là-dedans. Donc, 30en30.org. Euh, si les gens veulent plus de trucs gratuits. Génial. Ben, de toute façon, tous les liens seront dans la Excellent. vidéo. Merci beaucoup, Alexandre. Et Ça fait c'était plaisir. super intéressant. Vraiment, merci pour tous ces conseils, toutes ces astuces. Et puis moi, je te suivrai, c'est sûr. Ouais, j'espère. Merci beaucoup, Sharon, de l'invitation, de m'avoir eu. T'es une super Bon, hôte. Ça mais me c'est fait gentil. plaisir d'être le premier homme Ouais, sur ton enfin, channel. J'espère que ça va enfin. inciter d'autres hommes à venir. Oh, ben, moi aussi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres hommes qui viennent pour parler aussi de la santé des hommes. Oui, ça J'aimerais serait ça. important. C'est important parce qu'on parle beaucoup mais j'ai beaucoup de femmes. On parle beaucoup de femmes, mais les hommes se sont timides et pourtant, c'est quand même la moitié de la population. Ah, quand même. Cool, merci beaucoup Alexandre, c'est Ça chouette. fait plaisir. Merci beaucoup.